Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne Abel Bowie. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet très sérieux. C'est la raison pour laquelle j'ai intitulé cette vidéo « Confinement, quand nos femmes et nos enfants sont en danger ». C'est parti. Alors, comme vous le savez, nous sommes toujours en période de confinement. Néanmoins, vous avez pu voir au travers de mes dernières vidéos que j'ai pu aborder différents aspects justement sur cette situation, à savoir le retour à notre humanité, le retour à la considération de certains métiers que l'on néglige au quotidien et puis bien entendu l'amplification de certaines injustices. Et j'ai fait, lors de la dernière vidéo, j'ai traité d'un sujet assez particulier où j'ai parlé d'injustice sociale liée au phénotype. Mais il est vrai qu'il y a une catégorie de personnes qui est vraiment exposée à la discrimination, aux injustices et aux violences. C'est vrai qu'il y a une actualité par le fait que beaucoup de femmes se sont levées pour enfin pouvoir dénoncer ce qui se passait. Donc bien entendu, je parle de la condition de la femme et de la condition des enfants. Pour ceux qui me suivent, je suis acteur associatif et c'est vrai que mon cheval de bataille s'accentue autour de 3 axes. La lutte pour une amélioration de la condition de la jeunesse, mais aussi pour une amélioration de la condition de la femme et des personnes en situation de handicap. Et il est vrai que dans cette période de confinement, où beaucoup malheureusement, selon les situations, peuvent se retrouver emprisonnés avec leurs bourreaux, nous voyons une recrudescence d'appels à l'aide. Et c'est la raison pour laquelle, pour ce sujet vraiment très particulier, j'ai décidé d'appeler 3 femmes, 3 partenaires de terrain qui sont vraiment engagés sur ces thématiques-là, que ce soit les violences faites aux femmes, que ce soit les violences faites aux enfants, mais aussi des sujets tabous dans notre société comme la pédophilie, l'inceste et aussi l'aspect de la cybercriminalité. Je vais vous les présenter, elles vont chacune pouvoir nous partager non seulement leur expérience, le pourquoi de leur engagement, mais surtout, ce qu'il est intéressant de voir, c'est le particularisme de l'organisation de leurs actions de terrain dans la configuration de cette situation de confinement. Nous n'avons pas été en mesure de pouvoir faire des live streams, donc c'est la raison pour laquelle je leur ai demandé de pouvoir enregistrer leur intervention, mais ne vous inquiétez pas, vous verrez que ce sont 3 femmes vraiment de conviction, avec un grand cœur et qui dévouent leur vie pour leur prochain. Voilà, donc nous allons commencer tout de suite avec notre première invitée qui s'appelle Sarah Frick, qui est aussi une femme très engagée dans la protection de la femme, avec le particularisme qu'elle organise un certain nombre de maraudes pour accompagner les femmes qui, à la suite d'accidents malheureux de la vie, se retrouvent à être à la rue, se retrouvent à être des SDF. Et souvent, dans l'idée publique, lorsque l'on parle des SDF, on pense souvent à des hommes. Même dans l'inconscient collectif, mais vous avez beaucoup de femmes qui, à la suite de situations vraiment difficiles, se retrouvent à la rue et vous avez des personnes comme Sarah et comme d'autres qui organisent des maraudes, qui les accueillent, qui les aident à se réinsérer socialement, à trouver un toit, à pouvoir même retrouver un emploi ou autre. C'est vraiment un engagement qui est plus que noble. Alors restez attentifs pour ce témoignage, celui de Sarah Frick. Bonjour à tous, déjà je me présente, Sarah Frick. Je suis la créatrice du mouvement Réchauffons nos SDF qui existe déjà depuis 10 ans et de la pétition en faveur des femmes SDF à la demande, c'est important, des hommes SDF puisqu'il y a énormément de femmes qui dorment dehors, qui accouchent dehors, qui ont leurs indispositions dehors. C'est pas possible et nous sommes à plus de 400 000 personnes qui ont déjà signé la pétition. Merci. Tout a commencé il y a 10 ans quand j'ai créé ce mouvement citoyen Réchauffons nos SDF. Les hommes SDF, Michel, Moïse, Rachid, m'ont demandé en fait d'ouvrir les yeux. Ils m'ont fait comprendre qu'il y avait énormément de femmes SDF dans la rue. Honnêtement, je ne les voyais pas. N'oublions pas que le chiffre est quand même de 12% par l'INSEE. Donc c'est que vraiment, elles sont présentes. À partir du moment où on m'a clairement ouvert les yeux, je les ai vues. Et là, j'ai compris l'horreur qu'elles vivaient. Elles sont obligées de s'accoutrer en hommes pour qu'on ne puisse pas les distinguer. Quelquefois, elles restent très très sales pour qu'on ne les agresse pas. La plupart du temps, elles vivent dans des squats ou dans les souterrains pour qu'on ne puisse pas réellement avoir accès à elles puisque ce sont des hommes qui les protègent. Il faut bien imaginer
qu'il y a des femmes enceintes dans la rue, dû la plupart du temps à des viols. Après, il y a des unions, et en général, c'est quand même des viols. Il y a des accouchements dans la rue, sans péridurale, sans accompagnement, sans rien. Mon associée est une accoucheuse de rue, par exemple, et heureusement qu'elle est là. C'est une ancienne femme SDF, Anne Lorient. Ensuite, vous avez les règles précaires, les indispositions des femmes dans la rue. Elles n'ont rien pour se réchauffer, pour atténuer les douleurs. Et je ne parle même pas de l'hygiène, il ne faut pas avoir peur de se le dire. Voilà, il leur faut des serviettes hygiéniques, du désinfectant pour les mains. Il faut les aider en fait à retrouver une partie d'elles-mêmes. Donc c'est pour cela que par la suite j'ai créé la pétition des centres d'accueil pour les femmes SDF par les femmes, pour qu'après bien sûr il y ait une réinsertion possible, mais d'abord de la sécurité mentale et physique. Et je vous remercie parce que pour l'instant nous sommes quand même à plus de 400 000 signataires, à peu près 10 centres qui ont ouvert, donc on y arrive, et pour cela je remercie aussi la mairie de Paris, puisque la mairie de Paris nous a ouvert ses portes et travaille directement maintenant avec nous. Alors avec le confinement, on a décidé d'accélérer un petit peu la cadence. C'est-à-dire que nous, on a quelques femmes SDF avec enfants qui dormaient dans des halls d'immeubles, qui dormaient dans la rue. On a décidé de s'en occuper. Certaines ont été mises à l'hôtel, d'autres ont été mises chez des particuliers, d'autres carrément ce sont des particuliers, vous l'entendez bien, qui nous ont prêté leur appartement. Donc du coup, elles sont à l'abri chez ces protagonistes, puisqu'eux sont partis dans leur famille dans le sud ou ailleurs. Et d'ailleurs, dimanche, on remet cette opération en place, puisqu'on a une maman et ses 2 filles qui vont être dehors. Donc, si tout va bien, on va les rapatrier sur Paris dans un appartement, le temps que la mairie de Paris libère une place dans un centre. Voilà. Maintenant, il est vrai que ça s'est tellement vite organisé qu'au moment où je vous parle, on a plus de places en sécurité que de femmes signalées. Donc, merci. Et ça, c'est bien grâce à différentes associations. C'est trop long à citer, mais nous sommes énormément à nous, en fait, serrer les coudes et à travailler ensemble. C'est très important. Comme la Fondation des femmes, comme ADSF, comme l'association d'Anne Lorient, Un toit pour elles, Féminité sans abri, un bagage d'amour. Et donc, bien sûr, nous, réchauffons nos SDF. Par contre, ce qui est dramatique, et là où je vais tirer la sonnette d'alarme auprès du gouvernement, mais j'ai pas l'impression qu'ils aient vraiment envie de nous entendre, c'est qu'en fait, il y a énormément de familles isolées, de femmes isolées qui n'ont plus de quoi se nourrir. Alors là aussi, nous faisons des ronds, nous récupérons des plats, des courses, et on distribue des colis alimentaires, c'est important. Là, j'ai 2 étudiantes à Suresnes, par exemple, à qui on livre assez régulièrement des plats. D'ailleurs, je vais les signaler à d'autres associations. Mais en fait, c'est ce que je comprends pas. On aurait dû anticiper cette pénurie pécuniaire, donc pénurie alimentaire. Alors, heureusement qu'il y a des associations, vous les connaissez, vous les voyez bien sur les réseaux sociaux. On est énormément, alors là, je rends hommage aux Marauders by Wanted, je rends hommage à, si vous étiez à leur place, je rends hommage, ceux avec qui je travaille aussi directement, le bar, les beaux gamins dans le 17e, tous les clients font des plats, font des courses, et on distribue. Donc heureusement que nous, citoyens, nous nous serrons les coudes parce que j'ai vraiment l'impression qu'il y a un énorme manquement à ce niveau-là. Donc si vous avez des questions ou quoi que ce soit, ou si vous voulez rejoindre la famille des maraudeurs, si vous ne l'êtes pas déjà d'ailleurs, bah, n'hésitez pas, vous pouvez nous contacter. Maintenant, je vais m'adresser à vous les femmes. Femmes isolées, femmes battues, femmes expulsées. À toutes ces femmes, nous sommes là. Sachez-le, on est plus de 400 000 à penser à vous. Il suffit juste de faire comme les autres. Un petit pas vers nous, un petit message, et on va s'organiser autour de vous, bien sûr avec les moyens que nous aurons. Mais s'il vous plaît, ne restez pas dans le silence et dans la souffrance. Aujourd'hui, nous sommes énormément à nous soucier de votre situation. Hommes ou femmes, sur terre ou sous terre, là je parle évidemment des personnes SDF, nous sommes là, on vous attend, il y a des associations, et il y a même maintenant des institutions. Donc juste vous faites le pas de nous contacter, on pense fort à vous et on se déplacera, on s'organisera dès qu'on aura votre message. Courage! Merci beaucoup, Sarah, pour ce partage.
Merci aussi pour tout ce que tu fais, pour toutes ces femmes que tu aides. Notre deuxième intervenante, Latifa Benari, qui est vraiment une amie, une grande sœur, qui est quelqu'un qui travaille vraiment sur les sujets de la pédophilie. Elle accompagne non seulement les victimes, mais elle accompagne aussi des adultes qui sont sujets à des pulsions. Donc vous allez voir, elle va nous donner son approche de comment est-ce qu'elle vit son confinement et de comment elle s'organise pour pouvoir mener à bien son action associative. C'est parti pour le témoignage de Latifa Benari. Bonjour tout le monde, bonjour Abel. Tu m'as demandé de donner mon avis, mon sentiment sur le confinement. Donc je vais commencer par illustrer le verre à moitié vide. Donc l'impact de ces conditions difficiles pour beaucoup de gens qui n'ont pas la chance d'avoir beaucoup d'espace, les moyens, les ressources pour supporter l'enfermement et surtout le manque de travail et l'occupation des enfants qui n'est pas facile lorsque on est tous ensemble et on est obligé de vivre à l'intérieur avec les moyens du bord. Le confinement, c'est aussi la recrudescence des violences faites aux femmes et aux enfants, mais il ne faut pas oublier aussi l'autre volet, celui de la recrudescence des cyberprédateurs qui guettent les mineurs et font appel justement à ces enfants, à ces mineurs via les sites de rencontres, les réseaux sociaux, puisque j'ai beaucoup d'appels de signalement qui émanent d'Instagram, de Facebook, de Twitter, des réseaux qui étaient plutôt sains à une époque, mais maintenant qui sont devenus un peu le terreau de ces cyberprédateurs. Le confinement est aussi très difficile pour les parents qui ont déjà du mal à suivre leurs enfants sur le plan scolaire. Et c'est encore plus difficile, voire impossible, de les aider lorsqu'ils apprennent par eux qu'ils sont rentrés en contact avec des prédateurs. Ou bien ils découvrent eux-mêmes sur Internet ou sur leur ordinateur ou leur smartphone une relation virtuelle avec des salopards. Moi je dis salopards parce que même si j'ai une action à contre-courant qui me démarque des autres pour aider les pédophiles qui nécessitent de l'aide et qui sollicitent un soutien, je suis impitoyable et sans complaisance envers ces cyberprédateurs qui guettent et qui pourrissent et qui infectent le web. Lorsqu'on s'adresse aux enfants, pour moi c'est pas de la prévention, c'est de l'information, c'est une mise en garde, certes. Mais lorsqu'on voit et on constate l'étendue des abus sexuels à l'encontre des enfants, je vous donne juste un exemple. Aujourd'hui, parmi tous les messages et courriels que j'ai reçus, une femme m'a écrit un mail tout court. Ma fille est sortie pour promener le chien dans un périmètre autorisé. Elle a été abusée par un inconnu qui s'est sauvé. La maman a porté plainte, mais ça n'a pas empêché sa fille d'être traumatisée. Voilà, j'ai envie de dire que tous les jours, je dors avec la satisfaction d'avoir sauvé des vies, mais j'avoue que des fois j'ai envie de jeter l'éponge quand je vois la régression de certains politiques par rapport à ce problème. Et j'aimerais quand même lancer un appel au pouvoir public pour dire qu'il faut vraiment choisir sa cible. Parce que caresser le sens de l'opinion publique dans le sens du poil, c'est pas du tout suffisant. Il faut absolument du concret et une véritable prévention si on veut protéger les enfants d'une façon efficace. Et
en toute sincérité, je suis vraiment dépassée parce que ce n'est pas les consommateurs qui sont dangereux, mais ce sont les producteurs, les diffuseurs de ces contenus, puisque les enfants sont les autoproducteurs de leurs propres photos ou scènes érotisées, avant de se rendre compte qu'ils sont piégés. Voilà, c'est un message que je lance à monsieur Adrien Taquet, parce que j'étais consternée par ces déclarations de durcissement de loi pour les consommateurs en novembre, lors de la déclaration des droits de l'enfant. Et j'aimerais qu'ils s'informent et qu'ils comprennent comment fonctionnent ces réseaux et comment fonctionne Internet pour sauver les enfants des vraies personnes dangereuses. Si on veut vraiment lutter contre ce fléau de la cybercriminalité, la vraie, je ne parle pas des consommateurs qui sont paumés et souvent adolescents ou des personnes âgées, je parle de responsables de l'exploitation des enfants. Il faut mettre les moyens et il faut aussi se concerter avec les acteurs qui sont compétents. Moi, je ne suis qu'un maillon de la chaîne. Il faut faire appel à d'autres et il faut préparer quelque chose de plus efficace. Au lieu de faire des déclarations, l'indignation et aussi des lois qui servent à rien, qui sont contre-productives. Donc il faut mettre des moyens. Je ne dis pas qu'il faut déployer les mêmes moyens que le Covid-19, ça serait prétentieux, mais il faut presque autant d'intérêt et d'attention pour ce fléau qui touche nos enfants. Il y a aussi le côté convivial. On prend conscience du bonheur qu'on a à vivre en France par rapport à d'autres pays, à ce qu'on a comme avantage aussi pour les soins, pour le côté social. Cette solidarité collective, universelle, me réchauffe le cœur, parce que je ne vous cache pas, le travail que je fais m'a souvent démotivée pour continuer, parce que j'ai pensé qu'il y avait dans ce monde indifférent que des gens négligents, égoïstes, qui pensent qu'à eux. Et je me suis trompée. Il y a quand même beaucoup de gens qui sont formidables. Qui sont formidables. Alors, je laisse la fin pour rendre hommage à ces soignants qui n'ont pas fui leurs responsabilités, qui sont en train de faire un travail exceptionnel, exceptionnel et sans précédent, en prenant des risques. On me dit merci tous les lundis, tous les vendredis, parce que j'offre le thé, des gâteaux que ma fille fait, puisqu'elle est chef pâtissière, comme aujourd'hui d'ailleurs. Le thé à la menthe et des pâtisseries, tous les lundis, quelque chose de différent. Et tous les vendredis, un repas pour les soignants du service gériatrie et surtout le service de réanimation. On me dit merci. Mais comment on peut me dire merci alors que l'œuvre et le travail de ces personnes dépassent tout ce qu'on peut imaginer comme générosité et comme humanité. C'est pour ça que je leur laisse le mot de la fin. Merci, merci à vous. Un des côtés péjoratifs du confinement, c'est ne pas pouvoir aller chez le coiffeur, d'où la longueur de mes cheveux, et je pense que c'est le cas de la majorité des femmes qui ont l'habitude d'aller chez le coiffeur régulièrement. Mais à côté des avantages du confinement par rapport à la santé et la protection contre ce virus,
je pense que je suis prête à faire des nattes et une queue de cheval pour ne pas prendre de risques. Voilà. Merci beaucoup Latifa pour ce témoignage toujours aussi poignant. Latifa Benari est une personne que vous pouvez voir, vous irez sur le site de l'association L'Ange Bleu. Vous pouvez aussi la voir parce qu'il lui arrive de faire des interventions médias où elle parle de son combat, où elle interpelle les pouvoirs publics sur l'importance de pouvoir se mobiliser d'une manière plus structurée et plus organisée face à ce fléau qui est un véritable tabou de la société, à savoir la pédophilie et l'inceste qui est lié malheureusement. Donc voilà, merci encore Latifa pour ce témoignage. Maintenant, voici l'intervention de la dernière intervenante de cette vidéo, une future juriste qui est très engagée sur la protection de la femme et la protection de l'enfance aussi. Donc elle est toujours aussi au contact avec des victimes qui malheureusement subissent des violences, que ce soit des violences physiques, des violences mentales, des violences sexuelles. Elle les accompagne et elle est elle-même très concernée par ces sujets qui la touchent. Alors je vous demande de rester attentif parce que nous allons écouter tout de suite Laetitia Baris, qui est aussi conseillère nationale au sein de mon association sur les questions justement de la protection de la femme et de la petite enfance. Laetitia, c'est à toi. Bonjour à tous. Beaucoup me connaissent sous un autre pseudo qui est P. Laetitia, mais aujourd'hui c'est Baris Laetitia, la consultante nationale auprès de l'association EFER, les forces républicaines, qui va s'adresser à vous. Ça fait des années que je lutte pour les violences faites sur les enfants. La réalité, c'est que on ne pouvait pas mettre de côté les violences faites aux femmes. Par conséquent, lorsque dans ma vie privée, il m'est arrivé un drame, je me suis engagée encore plus. C'était instinctif, un instinct de survie probablement. J'ai rencontré à travers mon combat, finalement, mon propre combat, des personnes incroyables, des militants incroyables. Je parle de Sophia Seth, de Sarah Fierk, de Latifa Benari, de toutes ces femmes, Noël, Agossa, des hommes aussi, Arnaud Géry, tout, voilà, énormément de monde. En cette période de confinement, nous tous, on s'est tous rassemblés pour lutter contre les violences faites aux femmes. Parce qu'on a eu cette conscience que ces femmes, déjà dans des périodes dites ordinaires, sont toujours mises en danger. Mais que là, elles n'avaient même plus un moyen d'échapper à leur bourreau. Alors, on s'est tous réunis à travers nos groupes de travail. On a mené des pétitions, on a alerté, on a contacté les victimes, on a épaulé les victimes, on les a régulièrement au téléphone. Beaucoup sont dans des états pas très drôles, parce qu'il y a la réalité aussi des choses. Maintenant, le constat que je fais à travers ce confinement, c'est que l'État a sa part de responsabilité, c'est une certitude. Toutefois, quand j'apprends qu'il y a des voisins, qu'il y a des personnes, des familles qui sont au courant de ces violences et qui gardent le silence, autant que je vous le dise, vous êtes autant responsable, voire plus, non-assistance en personne en danger. Maintenant, arrêtez de penser que ces hommes violents sont idiots. Ils sont loin de l'être idiots. Ils sont capables quand même de venir militer avec nous. Ils surveillent ces victimes. Donc, je pense qu'il faut un sursaut citoyen et que les citoyens prennent conscience que les violences faites aux femmes ne sont pas que dans nos journaux, c'est notre quotidien. J'espère sincèrement qu'après ce confinement, on prendra acte de ce qui s'est passé pendant le confinement et qu'avec l'aide de l'État, mais aussi avec l'aide de tout citoyen, on obtiendra enfin le fait que les femmes
ne se fasse plus lever la main dessus. Je tiens à remercier infiniment toutes ces personnes qui tous les jours sont sur le terrain, qui prennent le téléphone, qui écoutent ces victimes. Je vous remercie infiniment, car grâce à vous, vous allez probablement sauver des vies. Peut-être pas toutes, mais au moins quelques-unes. Je tiens aussi à remercier ceux, comme les commissariats, qui souvent font correctement aussi leur travail, parce que je travaille directement avec eux et je tiens à le préciser. Il y a des bons policiers. Il y a des bons policiers. Maintenant, tout ce que je souhaite, c'est qu'il y ait un réveil, afin d'arrêter de pleurer les victimes. Voilà. Je vous souhaite à tous une bonne fin de confinement. Protégez-vous, faites attention à vous, restez chez vous, prenez soin de vous. À très vite. Merci beaucoup Laetitia. Il est très important de pouvoir réaliser ce que les acteurs de terrain vivent en période de confinement. Déjà de façon générale, mais en période de confinement. Parce que les sujets qui sont abordés sont des sujets qui nécessitent vraiment un don de soi, une attitude sacrificielle, j'ai presque envie de dire. Parce que lorsque vous voyez le nombre de difficultés, de cas, d'horreurs auxquelles elles sont confrontées au quotidien, si vous n'avez pas le cœur serré et si vous n'avez pas une pleine conviction que vous avez quelque chose à apporter de positif, vous ne pouvez pas faire semblant. Voilà. Alors comme vous le voyez, nous avons ici un échantillon magnifique de ce que les acteurs de terrain peuvent ressentir au quotidien dans cette phase de confinement. Et il est vrai que c'est une phase très particulière où à la fois nous sommes contraints de respecter les règles de confinement, de respecter les gestes barrières. Mais les injustices ne s'arrêtent pas à la règle du confinement. Les injustices ont même tendance à augmenter. Et nous le voyons, comme je le disais au début de la vidéo, le nombre d'appels à l'aide, au secours, par rapport à des cas de violence conjugale qui ont augmenté. Donc voilà, c'est la raison aussi pourquoi je suis engagé pour la jeunesse, la femme et les personnes en situation de handicap. Ce sont les 3 corps de population qui subissent le plus d'injustice dès qu'il y a un particularisme sociétal, que ce soit une évolution industrielle, économique ou autre, ou que ce soit une phase où nous sommes justement dans un confinement sanitaire comme maintenant, ce sont les 3 corps de population qui subissent le plus d'injustice. Et il est important que nous puissions être le maximum de personnes, autant que faire se peut, à être mobilisés sur ces sujets-là. Parce qu'il y a des situations de détresse qui sont inimaginables. Il y a une grande fragilité qui participe grandement à la facture de par le sentiment d'abandon que beaucoup ressentent. Alors voilà, nous allons continuer au travers de nos vidéos, mais nous allons surtout continuer sur le terrain. Parce que faire des vidéos, c'est bien. Organiser des réunions où nous parlons, c'est bien. Mais l'action de terrain est ce qui compte le plus. Alors vraiment, je vous invite vraiment à vous engager pour celles et ceux qui le peuvent auprès des associations, auprès même que ce soit de Latifa, l'association L'Ange Bleu, de Laetitia, de Sarah. Nous voyons aussi beaucoup de jeunes dans les quartiers populaires et dans d'autres quartiers se mobiliser pour apporter des vivres, pour accompagner des personnes âgées, des personnes qui sont en situation de solitude, des familles qui sont dans l'incapacité de faire des courses. Tout cela, nous en avons besoin parce qu'il est important au sortir de cette situation sanitaire particulière que nous puissions vraiment réussir à passer du vivre ensemble au faire ensemble. Certains sont défaitistes, ils s'auto-proclament réalistes, mais moi je préfère être utopiste, je préfère continuer de rêver avec d'autres partenaires qui font beaucoup de travail sur le terrain à un avenir meilleur. On ne pourra pas changer l'humanité, mais si on peut travailler à changer la vie de notre voisin, de notre voisine, de ceux qui nous entourent, c'est déjà quelque chose de formidable parce que je peux vous dire qu'il n'y a pas de plus beau trésor que de voir quelqu'un qui vous regarde dans les yeux et qui vous dit merci pour ce que tu as fait. Voilà.
Donc, c'était tout pour aujourd'hui. Nous nous retrouverons très prochainement pour une prochaine vidéo de la chaîne Abel Bowie. Restons mobilisés. Ça ne nous empêche pas de continuer à respecter les règles de confinement jusqu'à ce que le déconfinement soit total et à respecter aussi les gestes barrières. Merci à toutes celles et à tous ceux qui s'abonnent chaque jour. Continuez, parlez de la chaîne autour de vous et nous allons continuer d'aborder différents sujets autour de ce qui se passe au sein de notre société. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. On se retrouve très vite pour la prochaine vidéo de la chaîne Abel Bowie. Je vous dis à très bientôt. Bye.